Mais positivement, c'est notre devoir. Et oui, bienvenue à ce nouveau numéro de Communicons Plus. L'actualité reste dominée par l'actualité dominante, c'est les changements de la Constitution ou la révision de la Constitution. Donc les interrogatoires sont sur toutes les lèvres. Donc dans les milliers de partis politiques, on en parle. Et pour creuser en profondeur cette question, nous avons approché pour vous un spécialiste maison. Lui, c'est Alain Moukouna, qui est cadre de l'IDPS. Monsieur Alain Moukouna, bonjour et bienvenue dans Communicons Plus. Bonjour, monsieur le journaliste, toujours prêt à communiquer. Voilà, toujours prêt à communiquer. Comment vous allez? Non, je vais très bien, très bien. Ça fait un bout de temps pour te disparu. Mais c'est vous plutôt qui ne m'invitiez plus, alors on ne s'invite pas à table, on attend toujours d'être invité. Pourtant, il y a eu beaucoup d'actualités, beaucoup de choses sur lesquelles on aurait pu échanger pour mieux informer, éclairer notre population. Merci beaucoup, Alain Moukouna. D'entrée de jeu, quelle est la situation politique au pays? Bon, la situation politique au pays, je dois le dire avec un peu plus d'audace et même beaucoup d'assurance, c'est que ça va de mieux en mieux sur certains plans. Évidemment, Quand même, il y a des tensions, la vie résiste. C'est comme un homme, quand il dit je vais bien, cela ne veut pas dire que tout va bien. Il y a des choses qui marchent bien, d'autres un peu moins bien. Mais le plus important, c'est d'être optimiste, de croire en son avenir, d'avoir foi en son avenir, d'avoir foi en ses capacités. Je crois que c'est le plus important. Je crois que le Congo est en train de se relever petit à petit. Peut-être que certains ne s'en rendent pas compte. C'est un peu comme un enfant quand il grandit, on ne se rend pas compte qu'il y a des changements au jour le jour, d'heure en heure. Donc la situation du Congo est en train de changer progressivement, positivement, et je crois qu'il y a lieu d'y croire. Donc nous pouvons dire globalement, parce que quelle est la situation qui préoccupe fondamentalement les Congolais actuellement, c'est bien évidemment la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Il est bien évident que si nous parlons de la guerre à l'est, c'est peut-être question de localisation, mais c'est toute la République démocratique du Congo qui est en guerre, on ne doit pas l'oublier. On ne doit pas simplement délocaliser la guerre comme si elle ne se passait qu'à l'est, mais les effets se font sentir même ici, partout dans la République démocratique du Congo. Donc, moi, j'ai toujours invité les Congolais à ne pas s'y méprendre. C'est la guerre en République démocratique du Congo, même si les balles crépitent beaucoup plus à l'est, mais les effets peuvent se faire ressentir dans toute la République démocratique du Congo, un peu comme un corps malade. Vous pouvez avoir mal au doigt, c'est tout le corps qui souffre. Donc, nous devons tous comprendre que cette affaire de la guerre nous concerne tous. Ça, c'est la situation majeure en République démocratique du Congo. Et bien évidemment, il y a d'autres sujets d'actualité. Vous avez parlé de la Constitution et toujours la Constitution. Il faudra bien qu'à un moment donné, nous puissions avoir le courage d'en parler. Parce que si on en parle dans les salons, on en parle dans les médias, ça signifie que c'est une question d'actualité. Il faut qu'on l'aborde sérieusement, sans avoir peur, sans avoir d'inquiétude. C'est une situation qui concerne également la République démocratique du Congo. Il faudra qu'on puisse évoquer la question sans tabou, sans peur. Alors, on commence même par là. On prend les changements ou la modification de la Constitution. Est-ce que au niveau de l'IDPS, est-ce que vous avez déjà levé l'option, par exemple? Au niveau du parti, je crois que l'option est déjà levée. Et en matinée politique, le samedi 7 mars, le secrétaire général et président d'intérim du parti l'a dit en des mots, on ne peut plus clair. Donc, au niveau de l'UDPS, l'option, c'est de pouvoir changer la Constitution. N'avez-vous pas peur de la CENCO et le CC? Non, mais quand on dirige... sur votre route, qui vont vous barrer la route à ce chemin. Non. Mais je ne pense pas, quand on dirige, on ne doit pas avoir peur, on ne dirige pas dans la peur. On dirige en prenant
en prenant des actes osés, des actes pour lesquels on est sûr que cela conduit au développement du pays, c'est le plus important. Est-ce que c'est la priorité des priorités des Congolais? Non, mais d'entrée de jeu, je vous ai fait comprendre que la priorité pour les Congolais, il est bien évidemment, c'est la fin de la guerre. Retrouver la paix, c'est le fondamental, c'est l'élément le plus important. Mais tant que cette paix n'est pas encore retrouvée... Mais c'est ça, la vie d'une nation est pluridisciplinaire et multiple. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'on fait la guerre, les autres aspects de la nation, on les met dans les oubliettes. Il y a la sécurité à Kinshasa dont il faut parler, la question des embouteillages, la question de l'eau, de l'électricité, de l'éducation. Donc, il y a plusieurs questions transversales sur lesquelles on doit pouvoir travailler, bien qu'on se bat évidemment en mettant beaucoup plus de moyens sur la guerre contre le Rwanda, ça c'est bien évident, mais cela ne nous dédouane pas de parler des autres questions qui sont tout aussi fondamentales. Pas la question de la Constitution qui est la loi mère, la loi source de toutes les autres, je crois qu'on ne peut pas s'empêcher d'en parler. C'est comme je l'ai toujours dit également, tout le monde ne peut pas être d'accord sur tout. Même Dieu, le créateur de toutes choses, il a eu des opposants. Le diable s'est levé contre Dieu. On l'a appelé astre de lumière, il a changé. C'est pour dire qu'il ne faut pas s'attendre à voir l'unanimité sur toutes les questions qui se posent en République démocratique du Congo. Il y a des gens qui seront d'accord, d'autres non. Mais pourvu que la majorité de la population soit d'accord avec ce que nous sommes en train de faire. Il faut soumettre la question au référendum, par exemple. Il y a des questions à soumettre au référendum, bien évidemment. Il y a d'autres questions qui sont de l'ordre de la gestion courante pour lesquelles ça ne demande pas nécessairement de recourir. En 2011, quand du temps de Kabila, on a modifié la Constitution, on n'a pas recouru au référendum, mais il est bien évident qu'il y a des questions qui demandent quand même l'appui du peuple. Et je crois que de ce point de vue, le président de la République ayant été élu à 73%, n'en doutons pas que la population va devoir l'accompagner. Par rapport à la guerre, la population accompagne le président de la République. La population, tout au moins dans sa grande majorité, est d'accord avec l'option, tout au moins l'option du président de la République a convaincu tout le monde. C'est vrai que nous faisons la guerre parce qu'on nous l'impose, mais il y a un levier très important sur lequel le président de la République a beaucoup insisté. Et il a insisté sur la diplomatie, sur des sanctions, et je crois que la diplomatie, autrefois les gens s'en moquaient, mais cette diplomatie s'est montrée vraiment efficace et elle a vraiment agi et porte au jour d'aujourd'hui des fruits. Au jour d'aujourd'hui, le président Kagame, tout au moins son armée est sanctionnée. Il y a 4 hauts cadres qui s'ajoutent à la liste. C'est pour dire que le Rwanda est en train de s'affaiblir petit à petit, alors que le Congo est en train de monter en puissance. Dans toutes les conférences internationales, on ne cesse de parler du Congo, comme le président l'avait voulu. Partout, on parlera de la République démocratique du Congo. Ce sont les Congolais qui seront présents. Donc, ça, c'est quand même des points majeurs qu'il est en train de marquer. Et la population l'accompagne, la population est tout à fait d'accord. Même nos frères de l'Est, du Kivu, du Grand Kivu, s'il faut le dire ainsi, et la population est d'accord avec le président de la République. On le suit à travers les réseaux sociaux. On le suit au travers de la vie quotidienne parce que nous avons des amis qui vivent également là-bas. Ouais. Donc nous sommes dans le bon, malgré les vicissitudes de la vie, ça ne manque jamais. Très bien, Ale Mukuna. Mais au sein de l'Union sacrée, cette question du changement ou de la révision de la Constitution divise les membres de l'Union sacrée parce que dernièrement, nous avons suivi l'un des ténors, le membre du présidium de l'Union sacrée, le professeur Baïtil Kwebo, qui ne partageait pas les mêmes points de vue avec l'IDPS. Donc, est-ce qu'à la rentrée parlementaire qui s'annonce d'ici le 15, sera-t-il évincé au niveau de l'Assemblée nationale? Bon, évincé, du Sénat plutôt. Certains auraient bien voulu qu'on l'évince, mais moi je ne pense pas que ce soit l'objectif. Comme je l'ai toujours dit, l'UDPS signifie l'union pour la démocratie et le progrès social. Nous travaillons dans l'unité, évidemment, pour la démocratie. La démocratie veut dire que nous avons plusieurs sons de cloche, il y a des débats politiques approfondis et chacun a son point de vue à émettre. Mais si vous émettez un point de vue, permettez aussi que d'autres donnent leur point de vue. Quand on parle de débat politique, ça signifie qu'il peut y avoir des divergences. Chacun défendra son point de vue
et le point de vue de la majorité va primer sur tout le reste. Étant, vous avez bien dit, des membres de l'Union sacrée, mais ce n'est pas la majorité de l'Union sacrée. Les autres qui se cachent. Mais pourquoi ils ne se sont pas encore prononcés? Je crois que le vice-président du Sénat, le professeur Bat, il s'est exprimé au grand jour, mais il n'a pas été lynché, personne ne lui en veut. Il y a eu, par contre, d'autres sons de cloche pour démontrer que c'est qu'il était, la question qu'il abordait, il tapait tout à fait à côté. Quand il dit qu'il n'y a pas de problème de texte, c'est totalement faux. C'est totalement faux quand nous regardons la Constitution et lui-même, après avoir fait le... C'est un problème d'homme. Après avoir fait le rétropédalage, je crois que lui-même a avoué que dans la Constitution, il y a des matières qui posent problème. Moi, j'ai toujours donné un exemple un peu banal qui ne devrait même pas faire débat, peut-être pour lequel nous sommes tous d'accord, c'est notamment le problème de la nationalité d'aujourd'hui. Tout le monde est d'accord qu'il faut adopter la binationalité. On avait émis un moratoire, mais au jour d'aujourd'hui, dans le sport, nous voyons que des binationaux représentent valablement la République démocratique du Congo. Ça ne pose pas de problème, alors que la Constitution dit autre chose. Donc rien que de ce point de vue, avec cet exemple-là, nous comprenons qu'il faut que ça puisse évoluer. Je sais que le professeur Bahati appartient à un corps qui est le Sénat. Il y a des voix, toujours au sein de l'Union sacrée, qui se sont levées pour dire que, disons, le Sénat faisait double emploi par rapport à l'Assemblée nationale et qu'il faille supprimer le Sénat, qu'il faille supprimer les assemblées provinciales. Donc c'est pour dire que c'est un débat politique qui est engagé. Nous sommes tous fils de ce pays. Le plus important, c'est que la voie que nous allons adopter, acceptée par la majorité, puisse prédominer. Donc, pour moi, que le professeur Bahati ait émis son point de vue, quoi de plus normal, nous nous sommes battus au sein de l'UDPS justement pour permettre à tout le monde de s'exprimer. Et s'il s'exprime, je crois que je serais tenté peut-être de dire que c'est la vitalité démocratique, mais il faut savoir aussi dans toute organisation qu'on ne peut pas sortir, dire tout ce qu'on veut sur la place publique, surtout quand on appartient au corps, on est au présidium de l'Union sacrée. Je crois qu'il a la possibilité de voir le secrétaire permanent de l'Union sacrée. Il a même la possibilité de voir le président de la République dans le cadre de l'Union sacrée. Est-ce qu'il y aura des mesures disciplinaires à son encontre? Des mesures disciplinaires, il faudra que le présidium de l'Union sacrée se réunisse. Ce sera à eux de savoir s'ils continuent à rester sur la voie tracée par l'Union sacrée. Parce que vous savez, dans toute organisation, il faut qu'il y ait de la discipline. Il y a une voie à suivre et je crois que c'est très très important. Mais moi, ça ne me gêne pas qu'il exprime son point de vue. Il y en a d'autres qui ont peut-être des points de vue, mais là où les gens n'ont pas beaucoup apprécié, c'est quand il dit que quand vous êtes à côté du chef, il faut lui dire la vérité. Donc là, il s'en prenait à ses autres collègues, les traitant plus ou moins, je le dis peut-être de manière crue, d'hypocrites. Pour dire que... Ils n'ont jamais dit la vérité au chef. Ils n'ont jamais dit la vérité, mais ça... Lui, qu'est-ce qui lui fait dire que les autres ne disent pas la vérité? Il n'y a que lui qui dit la vérité. Donc, dans ce qu'il a dit, sans pour autant épouser sa thèse, mais il y a beaucoup de choses à redire. Quand il parle, par exemple, des personnes, il dit qu'il n'y a pas de problème de texte, c'est le problème d'homme. Et lui-même, est-ce qu'il n'est pas parmi ces hommes-là que lui-même est en train de stigmatiser? Quand on sait que... n'a-t-il pas raison parce que nous avons quand on sait que lui-même, l'applicabilité pose problème quand on sait que lui-même et dans la vie politique, depuis la Deuxième République, en commençant président de la société civile, et il a été membre du gouvernement de plusieurs... Oui, il a été membre de plusieurs gouvernements. Je crois qu'il aurait mieux fait de prêcher par l'exemple. Et je crois que tout le monde le dit, et on le dit haut et fort maintenant, quand il s'agit de désigner les membres pour être dans les institutions, généralement, il privilégie les gens de sa famille politique. C'est des questions qu'on peut se poser sur lui. Quand on parle d'homme, je crois que le mieux à faire pour lui, c'est d'abord d'enlever la poutre qui est dans son œil, plutôt que de voir la paille qui est dans l'œil de l'Union sacrée. Donc je crois qu'il faudra rester constant et prêcher par l'exemple surtout. Voilà. Donc, alors, croyez-vous aux élections de 2028? Bon, les élections, ça dépendra de la situation politique générale parce que il y a des voix qui se lèvent aussi pour dire que nous n'accepterons jamais d'aller cette fois-ci aux élections sans le Nord Kivu, notamment sans Goma, Bukavu, Bunagana et autres. Donc c'est des voix qui se lèvent. Nous avons fait les élections dans ces pays sans Yumbi, sans Bunagana, et c'est passé. Mais il faudra continuer, faudra-t-il continuer? Ces gens n'ont pas droit au chapitre. Je crois que
c'est quand même, il y a des villes très importantes de la République démocratique du Congo. Et à l'époque, à Yombi, c'était pas important. C'était important. Je crois que même s'il y a un Congolais qui ne participe pas aux élections, on ne devrait pas en être fier. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille continuer sur cette lancée-là. Mais le plus important pour nous, c'est de pouvoir récupérer fondamentalement ces pans très importants de la République démocratique du Congo. C'est des territoires suffisamment riches qui peuvent contribuer à la vie et au développement du pays. Je crois que le président de la République et son gouvernement, et nous tous les Congolais, nous sommes en train de nous battre, de lutter justement pour pouvoir récupérer la situation. Et Dieu seul sait que présentement, la situation est en faveur de la République démocratique du Congo. Oui. Et moi, je peux être sûr qu'avant la fin du mandat actuel, je crois qu'on aura récupéré l'intégralité de notre territoire. On vous accuse, vous, c'est de la majorité présidentielle. Toujours des accusations. Oui, oui. Vous êtes en train de traîner les pas pour organiser les dialogues. Ça vous arrange, donc c'est dans vos stratagèmes pour glisser en 2028. Donc, ne voyez-vous pas que la problématique du dialogue aujourd'hui est imminente et on peut conforter ce dialogue? Mais le dialogue, l'organisation de dialogue est prévue dans quel article de la Constitution? Donc, on parle bien de respecter la Constitution, en même temps on demande autre chose. Je crois que le dialogue, ça fait partie des outils qu'un gouvernement peut avoir, traité avec ses concitoyens ou ses citoyens. C'est tout à fait normal, mais ce n'est pas une obligation. Dans combien de pays vous voyez qu'on organise tout le temps des dialogues? La France, les États-Unis, le gouvernement pose des actes. Ils ont le même problème. Mais oui, les États-Unis ont un problème de guerre en Iran. Pourquoi ils ne font pas, je ne sais pas, le gouvernement n'organise pas des dialogues pour voir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à l'Iran? Il y a un gouvernement qui est établi, qui pose des actes en toute responsabilité. Donc le dialogue ne doit pas être un préalable, ne doit pas être, je ne sais pas, c'est comme si sans dialogue on ne peut pas aller de l'avant. Non, le dialogue peut être organisé, mais cela n'empêche pas au pays de pouvoir fonctionner. Donc le dialogue n'est pas un préalable. Et puis, s'il faut dialoguer, on dialoguera avec qui? Est-ce que le dialogue n'est-il pas déjà en train de se faire avec les groupes armés? On a vu que déjà au niveau de Nairobi, il y avait un dialogue. À Doha, il y a eu le dialogue. Il y a eu le dialogue aussi avec les voisins. Donc, c'est pour dire que le président n'est pas contre le dialogue, mais encore faudra-t-il que le dialogue nous conduise quelque part. Encore faudra-t-il que le dialogue nous serve à quelque chose. Donc, il ne faut pas organiser le dialogue parce que la SEMCO a dit qu'il faille organiser le dialogue. Est-ce que le dialogue mettra fin à la guerre qui est déjà en train de se terminer petit à petit? Donc, chaque chose doit avoir son importance, un but. On ne peut pas organiser le dialogue pour le plaisir de l'organiser, pour faire plaisir à la SEMCO, pour faire plaisir à une infime partie de l'opposition. Donc, quand il s'agit de dialoguer, il faut que les termes de référence soient clairement établis. Nous allons dialoguer pourquoi? Pour aboutir à quoi? Ça, c'est vraiment important. Et puis, s'il faut dialoguer avec qui? Alors qu'il n'y a pas de crise institutionnelle, alors que les institutions fonctionnent naturellement. Et je crois que pour moi, le dialogue pour ceux qui veulent, oui, mais je n'en vois pas trop l'importance au jour d'aujourd'hui. D'accord, vous n'en voyez pas l'importance. Abordons la question de tension à l'est du pays. Il y a des drones qui bombardent donc, certaines populations à l'est du pays. Il y a la ville de Goma qui a été pilonnée par des drones et il y a eu des pertes en vies humaines. On accuse le gouvernement de Kinshasa d'avoir tué l'humanitaire de l'UNICEF qui a perdu vie avec l'attaque de ces drones. Tout à l'heure, je vous disais, dialogue pour quelle finalité, pour quelle fin? Le gouvernement va tuer la travailleuse là de l'UNICEF pour quelle raison? Qu'est-ce que le gouvernement gagne à tuer un travailleur de l'UNICEF? Mais bien avant, il y a eu la mort de Willy Ngoma, toujours avec les drones. Oui. Vous savez, il faut toujours faire la part des choses. Il y a, je dirais, un peu de désordre du point de vue de communication. C'est un territoire que le gouvernement ne contrôle pas totalement. C'est pour dire qu'il peut se passer beaucoup de choses.
Il y a des gens qui peuvent provoquer des désordres, qui peuvent provoquer des crimes, justement pour faire porter ça sur le gouvernement afin de discréditer le gouvernement. Dès lors qu'ils se sont rendus compte que le gouvernement a suffisamment du crédit à l'échelle internationale, on peut provoquer justement ce genre d'événements pour discréditer le gouvernement. Moi, je crois que du point de vue de la technologie actuelle, on a su déterminer exactement d'où venait ce drone qui a tiré sur la résidence de la travailleuse là de l'UNICEF. Donc c'est clairement établi que c'est un drone qui est venu du Rwanda. Donc vous comprenez que il y a des manœuvres dilatoires, il y aura des crimes qui seront commis pour porter le chapeau, faire porter le chapeau au gouvernement, mais ça, c'est pas des choses nouvelles, hein. Donc on est déjà habitué, on connaît ce genre de pratique, mais cela ne décourage pas le gouvernement à aller de l'avant. Mais c'est vrai qu'il y a eu une guerre, le gouvernement a doté notre armée de suffisamment de moyens au jour d'aujourd'hui, d'un moyen technologique actuel à la pointe, qui peuvent permettre, c'est vrai que le gouvernement a acheté des drones pour faire la guerre, parce qu'autrefois, surtout dans la ville d'Ouvira est tombée, entre autres, parce que les ennemis ont utilisé justement des drones kamikazes qui ont mis notre armée à mal. Et nous, le gouvernement actuel a doté l'armée d'équipements modernes pour pouvoir riposter et pouvoir reconquérir des terres. Ça, c'est tout à fait normal dans le cadre de la guerre que le gouvernement équipe notre armée pour pouvoir faire face aux avancées de l'ennemi qui se sont du reste aujourd'hui. C'est plutôt de plus en plus la reddition des ennemis. Autrefois, on parlait des replis stratégiques de l'armée congolaise, il n'y en a plus. L'armée congolaise avance d'un pas assuré, mais maintenant il y a de plus en plus de redditions au sein des rebelles de M23 AFC. J'ai même du mal à prononcer leur nom parce que ça ne m'intéresse pas trop. Donc c'est pour dire que le gouvernement a pris le taureau par le corne, attaque la guerre, équipe l'armée, rassure les militaires, leur donne des primes. Dans l'objectif de reprendre Absolument, c'est l'objectif l'occupation. majeur. Je crois qu'une fois, on a suivi le président de la République qui disait que tant qu'il y aura 1 cm² de la République démocratique du Congo sous le contrôle des rebelles, il ne sera pas à l'aise. Donc l'objectif, c'est de reconquérir l'entièreté de nos territoires. Et ça, c'est important parce qu'il y a des richesses qui doivent pouvoir participer au développement du pays, qui sont utilisées, qui passent par les pays voisins et qui profitent aux voisins. Et ça, c'est inadmissible. Que répondrez-vous à Nanga qui a dit que l'objectif du lancement de ces drones, c'était de les tuer lui, Kabila et ses compagnons? Je ne sais pas s'il faut répondre encore à Nanga. Je crois qu'il ne représente pas grand-chose. Il a été dans ce pays. Il a été aux mamelles de la République démocratique du Congo. Grassement, il était vachement bien nourri. Et au jour d'aujourd'hui, qui tourne le dos à la République démocratique du Congo, est-ce qu'il faut encore lui répondre? Mais parce que vous me posez la question, je dis que Nanga ne représente pas grand-chose dans ce pays. Et vous allez le voir bientôt. Et c'est quelqu'un qui est pratiquement à bout de souffle et qui tente de redonner un peu vie en tuant des travailleurs humanitaires pensant que cela va le crédibiliser. Donc je crois que tout le monde a compris que Nanga n'est rien. C'est juste un pantin, c'est juste quelqu'un qui est utilisé au profit du Rwanda et que très bientôt sa récréation prendra totalement fin. Donc bientôt là on ne parlera plus de Nanga, on n'a même pas besoin de le tuer, le gouvernement congolais n'a pas besoin de tuer qui que ce soit pour être plus à l'aise. Le gouvernement a simplement besoin de recouvrer l'entièreté de notre territoire, c'est ce qui est plus important. Si cela passe par Nanga, le tuer, ça nous profite à quoi? Nous n'avons pas besoin du sang dans nos mains. D'accord. Et dernièrement, nous avons suivi, donc, à travers les médias nationaux et étrangers, des sanctions infligées à l'armée rwandaise. Où est-ce qu'on y va avec autant de sanctions, des sanctions comme Kagame lui-même l'a dit? Non, mais les sanctions, je crois, ont toutes leurs vertus, toutes leurs importances. Qu'adviendra-t-il après ces sanctions? Mais monsieur le journaliste, vous avez quand même une famille, vous avez des enfants. Quand un enfant commet une faute, qu'est-ce que vous faites? Vous le sanctionnez.
pouvait commencer par un avertissement, par des blâmes, peut-être par une chicote, privation de ceci ou de cela, délibéré. Donc, il y a plusieurs sanctions qui sont prévues justement pour remettre à l'ordre certaines nations qui ne se comportent pas de manière moderne. Nous sommes dans un monde moderne où il est interdit de se faire la guerre. Quand vous lisez la charte de l'Union africaine, vous lisez la charte de l'ONU, ce n'est pas autorisé de se faire la guerre. Donc il est prévu des mécanismes justement de sanctionner les gens qui se rebellent par rapport aux différentes chartes que je viens de citer. Quoi de plus normal au jour d'aujourd'hui, Paul Kagame, qui était autrefois considéré comme le gestionnaire modèle, comme l'homme d'une certaine gouvernance, au jour d'aujourd'hui, on a démontré clairement que Paul Kagame n'était autre qu'un sanguinaire, qu'un criminel, pour ne pas dire un grand voleur, qui était mieux considéré à l'époque. Nous sommes arrivés, nous Congolais, à démontrer que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Et je crois qu'au niveau des Nations Unies, c'est on ne peut plus clair. Toutes les nations ont compris. Maintenant, il y a d'autres, pour des raisons économiques, pour certaines raisons, ont adulé qui c'est Paul Kagame, on essaie de le protéger. Mais au jour d'aujourd'hui, il est devenu un peu comme un cancer dont tout le monde veut se débarrasser. On s'en débarrasse comment? En commençant à couper petit à petit les organes infectés. Parmi les organes infectés, il y a son armée qui est infectée, donc il faut sanctionner son armée. Il y a son armée qui vient tuer en République démocratique du Congo. C'est son armée qui appuie l'AFC M23. C'est son armée qui est en train de piller les richesses de la République démocratique du Congo, chose inadmissible à l'échelle internationale. Donc c'est contraire au droit international. Voilà pourquoi on est en train de sanctionner les hauts cadres de l'armée. On est en train de sanctionner justement l'armée rwandaise. Et je crois que ces sanctions, petit à petit, vont porter leurs fruits. Au-delà de ces sanctions, nous sommes en train de nous défendre comme nation. Nous nous défendons du point de vue militaire, du point de vue de la diplomatie, du point de vue économique. N'oubliez pas que le Congo a sanctionné Rwandair et vous en connaissez les conséquences. Rwandair est en train de faire faillite. Il y a des sanctions économiques, donc à un moment donné, les relations avec le Rwanda, ça ne marche pas. Donc ça met le Rwanda aujourd'hui est mis à mal, le régime de Paul Kagame est mis à mal par ces sanctions qui semblent parfois minimes, mais vous savez qu'autrefois Paul Kagame était l'homme silencieux, était l'homme qui était adulé, qui était attendu un peu partout au niveau de quand il y avait des réunions de G8, G20, Union africaine, Nations Unies. C'était un homme qui était attendu, mais au jour d'aujourd'hui, quand il se tient des grandes manifestations, des grandes conférences internationales, on ne parle plus pratiquement de lui, il est ignoré. Donc, c'est des choses qui montrent que le combat que la République démocratique du Congo a mené est en train de porter lentement, mais sûrement des fruits. Moi, je considère un peu cette situation qui a duré 30 ans quand même, il faut le dire, qui a décimé plusieurs familles ont été décapitées. Et un passé d'être conjugué au passé. C'est le souhait, mais c'est un passé quand même lourd. Quand nous en parlons, le cœur est lourd, le cœur pleure, le cœur saigne, le cœur des Congolais saigne, parce qu'il y a des millions. Quand on vous parle de 16 millions, je ne sais pas si les gens se rendent compte, 16 millions, c'est plusieurs pays africains, donc ça peut être la République du Congo, vous ajoutez à ça, par exemple, la Côte d'Ivoire, vous ajoutez le Cameroun, donc ça signifie qu'on aura pratiquement tué les populations de 3 pays. Il faut qu'on s'en rende compte, et quand on en parle, on devait être un peu plus sérieux, et je crois qu'on ne devait pas suivre Nanga qui en parle comme si c'est des petits sujets de divertissement. Il s'agit des populations entières, ce n'est pas du divertissement. Merci beaucoup, Alain Mokona. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien. Donc, je crois que vous devez regarder votre caméra pour les derniers mots de cet entretien. Non, ce que je peux dire, c'est redonner toujours espoir au peuple congolais. Nous devons y croire comme nation. C'est vrai que l'histoire de toutes les nations passe par des moments sombres. Nous sommes en train de passer par ces moments sombres. Mais cela ne nous empêche pas de bâtir notre pays. Et comme certains ont coutume de dire que c'est le réveil du géant. Oui, le Congo est un géant qui doit se réveiller parce qu'il a vocation d'être le pilote, le moteur de développement de toute l'Afrique. Pas seulement de l'Afrique, mais du monde entier. Le monde entier regarde le Congo. Le monde entier compte sur le Congo. Pas seulement pour ses richesses, mais le Congo doit se réveiller comme nation pour pouvoir être la locomotive
d'une bonne partie de l'Afrique. Voilà notre vocation. J'ai toujours dit, ne l'oublions pas, nous devons, nous Congolais, savoir que nous sommes des princes et nous devons nous comporter en conséquence. Merci beaucoup à Léon Moukouna d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. John. Voilà, chers téléspectateurs, vous qui nous prenez en cours, je vous rappelle que nous recevions sur ce plateau Léon Moukouna, qui est le cadre de l'UDPS. Avec lui, nous sommes passés au peigne fin sur l'actualité de l'heure, la révision de la Constitution, les tensions qui persistent à l'Est. On en a parlé au cours de cette émission. Donc, sans jambage. Donc, nous allons nous retrouver prochainement dans un autre cadre et avec un autre numéro et des nouvelles thématiques aussi alléchantes que celle d'aujourd'hui. Au revoir.